Cet immense drapeau palestinien est devenu un acte de résistance. Nous sommes dans un petit village de Cisjordanie, cerné de colonies juives. La présence de ce drapeau palestinien est considérée comme une provocation. C'est ce qu'affirment l'occupation et les colons. Mais vous avez le droit d'avoir votre drapeau ici? Oui, ici c'est la ville de Sébastia. Nous sommes sous souveraineté palestinienne. Le territoire palestinien est sous haute pression de toutes parts. La colonisation s'accélère depuis le 7 octobre 2023. L'occupation israélienne, et plus précisément le gouvernement israélien actuel, est un gouvernement de colons et d'extrémistes qui cherche à voler toutes les terres palestiniennes. L'ambition d'expansion israélienne n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui, elle s'exprime au grand jour. Amir Weitman est suisse et israélien. Il assume sans complexe les raisons de la construction, en 1997, de la colonie où il habite, Har Homa, juste à côté de Bethléem. Alors l'objectif était d'empêcher en fait la création d'une continuité territoriale qui aurait pu aboutir potentiellement à la création en fait d'un État palestinien dans cette région. Pour achever cet objectif, il nous explique que 2 autres colonies vont sortir de terre juste en face de chez lui, en bas de la colline. Ces constructions sur terre palestinienne sont illégales au regard du droit international. On parle de territoire occupé. Alors, une partie de la communauté internationale pense ça comme ça, ce qui n'est pas le cas de l'État d'Israël, ce qui n'est pas non plus le cas des États-Unis pour le coup aujourd'hui. Et vous en pensez quoi? Moi je pense que la terre d'Israël appartient au peuple juif. On est revenu sur notre terre après pas loin de 2000 ans. Cette terre nous appartient, c'est tout. Dans les rues de Jérusalem, le 7 octobre 2023 est encore présent, constamment, sur les murs, mais surtout dans les esprits. On s'en rend compte pendant les quelques semaines passées en Israël. Nous sommes venus pour écouter et tenter de comprendre comment les communautés israéliennes et palestiniennes envisagent l'avenir. Tout le monde ne veut pas vivre ensemble. Malheureusement, les Palestiniens disent que tous les Israéliens doivent partir et qu'il n'y a pas d'autre solution. Les Israéliens disent « vivons en paix ensemble ». C'est vraiment difficile de travailler avec des gens qui ne veulent pas vraiment la paix. Les discussions révèlent une rupture profonde. Parfois, c'est extrême. Le discours radical a imprégné une partie de la population israélienne. Écoutez, il n'y a pas de Palestiniens, c'est une blague. Il n'y a pas de Palestiniens, c'est une blague. Il y a des Arabes. Regardez Gaza, on leur a tout donné. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Tunnels, armes et Hamas. Quelle est la solution? Nous devons détruire Gaza. Que penser d'un État palestinien? Que voulez-vous dire un État palestinien? Où ça? C'est la question. La question, c'est qu'il y a un État palestinien. C'est en Jordanie. Ils peuvent y aller. Les Palestiniens doivent partir. C'est exactement le plan Trump. Fin janvier 2025, juste au début de notre enquête, alors que le cessez-le-feu vient d'entrer en vigueur, le président américain a présenté sa solution pour la bande de Gaza. Le transfert des 2 millions de Palestiniens vers l'Égypte, la Jordanie ou tout autre pays. Nous avons retrouvé l'homme politique à l'origine de l'idée. Et c'est justement lui, Amir Weitman. Il est aussi président du groupe libéral du Likoud, le parti au pouvoir. Même le 7 octobre au soir, et le lendemain, j'avais écrit déjà en fait un plan en disant que, vu les circonstances, on ne peut plus aujourd'hui concevoir le retour au statu quo ante. Il est déjà arrivé en fait aux oreilles des Américains en octobre, je pense, octobre ou novembre 2023. Et c'était le vôtre de plan? Oui, oui.
on s'est procuré son document. Ce n'est pas juste une idée sur papier, c'est un plan précis, déterminé et surtout chiffré. Par exemple, le coût moyen de relocation d'une famille palestinienne en Égypte, 19 000 $, soit 17 000 francs suisses. On a travaillé avec un groupe d'économistes pour justement chiffrer tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pas cher. C'est-à-dire, ensuite, on peut discuter combien on veut donner, à qui, etc. Mais je pense pour 20 ou 30 milliards de dollars, ce qui sont quand même des clopinettes, on peut faire ça sans problème. Si on veut être extrêmement large et donner encore plus, on peut le faire pour 50 milliards de dollars, admettons. Probablement, c'est pas la peine. Ça, c'est le prix de quoi? C'est le prix de réinstaller les Palestiniens, par exemple en Égypte ou ailleurs, dans des bonnes conditions, tout en leur donnant des compensations, tout en leur donnant suffisamment d'argent pour qu'ils puissent vivre pendant une période de temps, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, avoir un travail, des compensations de nouveau pour la perte de propriété, etc. Le plan Trump a choqué la communauté internationale. Même l'ONU évoque le risque de nettoyage ethnique. Du coup, le monde arabe s'est réveillé et a proposé un plan alternatif de reconstruction de Gaza, sans le Hamas et sans expulser les Palestiniens. Le gouvernement israélien préfère le plan Trump. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est impensable, etc. » Ok, mais c'est quoi votre solution? On continue à se battre encore 100 ans? On va encore avoir des rounds de guerre les uns après les autres, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de blessés? Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas à un moment arrêter les frais et dire « Ok, ça ne va pas, on essaye autre chose » Qu'est-ce que vous allez faire du territoire de Gaza? À la fin, une fois que si les Palestiniens partent, je pense qu'il faudra simplement l'annexer à Israël. Et puis ensuite, il faudra enlever les débris, et puis on pourra développer ça et en faire un endroit normal. La Palestine a-t-elle perdu la bande de Gaza? C'est la première fois que la question se pose vraiment et sérieusement. D'autant que la guerre a repris le 18 mars 2025, alors que la survie des Gazaouis dépend intégralement de l'aide humanitaire. La plus importante organisation qui vient en aide aux Palestiniens, c'est l'UNRWA. Or, elle a été interdite depuis le 30 janvier 2025 par le gouvernement israélien. Cela concerne bien plus que l'aide d'urgence à Gaza. Pour comprendre, il faut revenir au rôle spécifique de cette agence des Nations Unies. Fondée en 1949, son mandat est de protéger les 750 000 Palestiniens déplacés lors de la création de l'État d'Israël, en attendant qu'une solution à 2 États soit trouvée, en attendant que le droit au retour puisse s'appliquer. « 76 ans plus tard, la population des Palestiniens déplacés est passée à plus de 3 millions à Gaza, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. L'UNRWA leur fournit de l'aide d'urgence, mais pas seulement. Elle assure aussi l'éducation, la santé et les services sociaux. L'UNRWA est le symbole de la protection internationale des Palestiniens. Depuis longtemps, elle attire les foudres des partisans d'un Israël sans État palestinien. Et là, le 7 octobre 2023 a été un détonateur. L'UNRWA doit faire face à une accusation extrêmement lourde, une accusation qui sera portée pendant des mois par l'armée israélienne. Ce soir, nous publions les noms d'autres terroristes employés par l'UNRWA qui ont participé au massacre du 7 octobre. Plus de 450 employés de l'UNRWA sont des agents militaires au sein de groupes terroristes à Gaza. Plus de 450. 450, un chiffre qui va très vite diminuer à 9, après les conclusions de 2 enquêtes indépendantes commandées par l'ONU. Les 9 employés sont immédiatement licenciés par l'UNRWA, mais c'est trop tard. L'idée d'infiltration totale de l'organisation onusienne se diffuse jusqu'à se cristalliser au plus haut niveau politique. Et en Israël, l'institution politique la plus puissante, c'est le Parlement, la Knesset. Le message délivré aux députés a été clair. L'UNRWA n'est pas une agence d'aide aux réfugiés. L'UNRWA est une agence d'aide au Hamas. Le 28 octobre 2024, les députés votent massivement 2 lois qui interdisent toute présence de l'UNRWA sur territoire israélien et tout contact avec des officiels israéliens.
Les lois prennent effet au 30 janvier 2025. Dans la salle des pas perdus de la Knesset, on retrouve l'une des éminences grises derrière ce processus politique. C'est à nouveau Amir Weitman. Son groupe a initié l'une des lois qui a visé l'UNRWA. On ne peut plus maintenant tolérer une agence qui a été à ce point gangrénée par la haine, la haine des Juifs, par notre haine. Donc ce n'est plus une question de gauche ou de droite. On s'est rendu compte qu'il y avait un consensus en fait, au sein de la société israélienne qui est le produit justement du 7 octobre pour dire que c'est plus possible. Que faites-vous des protestations de l'ONU ? Rien. L'ONU, vous savez, c'est une organisation aujourd'hui qui est gangrénée par la haine antisémite. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les mots sont forts, mais c'est la position actuelle, ouvertement exprimée, du gouvernement israélien à l'égard de l'ONU. L'UNRWA a reçu l'ordre d'évacuer son quartier général à Jérusalem-Est, avant le 30 janvier 2025. C'est la fin de 76 ans de présence. C'est presque hallucinant quand on prend du recul et regarde ça de l'extérieur. On est dans une situation où un État membre de l'ONU a décidé d'interdire le travail d'une agence de l'ONU qui est mandatée par l'Assemblée générale. Pour les collègues internationaux, on a été obligé de partir au plus tard demain parce que nos visas arrivent à terme demain. Ils ont été raccourcis. Pour les collègues locaux qui sont les premiers à être touchés par les risques d'intimidation ou de violence, ils ne seront pas là parce qu'ils ne peuvent pas être mis en danger. Car le danger est réel. Travailler pour l'UNRWA désormais, aux yeux des autorités israéliennes, c'est travailler pour des terroristes. All this place belong to Hamas, support Hamas, working with Hamas. Le lendemain, jour de l'ultimatum. No more terror, no more Hamas, only real human rights. Am Israël Chai. Un groupe d'ultranationalistes juifs crie victoire devant la presse internationale. Parmi les manifestants, le maire adjoint de Jérusalem. Son discours est sans filtre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer un petit pas important. Cette organisation ennemie nazie n'est plus autorisée à agir et à opérer ici en Israël ou à Jérusalem. Quelle alternative proposez-vous aux bénéficiaires de l'UNRWA ? Tout est mieux. L'UNRWA fournit de très mauvais services, Dans le domaine de l'éducation, c'est très mauvais. En matière de santé, c'est très mauvais. Connaissez-vous un seul réfugié de l'UNRWA ou un seul réfugié arabe qui ait reçu le prix Nobel de médecine, de mathématiques ou de quoi que ce soit d'autre ? L'UNRWA a décidé de continuer son travail sur le terrain jusqu'à ce qu'on l'en empêche. À fin mars 2025, les cliniques et les écoles de l'agence sont toujours ouvertes. Mais l'incertitude pèse sur les 5 millions de bénéficiaires. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain sur simple intervention des autorités israéliennes. Jérusalem, le noyau dur du conflit. La ville est séparée en deux, Jérusalem-Ouest, israélienne, et Jérusalem-Est, palestinienne. À Jérusalem-Est se déroule une guerre à bas bruit, une guerre démographique et légale. On le sait peu, mais l'État israélien a annexé Jérusalem-Est lors d'un vote de la Knesset en 1980 déjà. C'est illégal selon le droit international. Silouan est un village palestinien niché au pied des remparts de la vieille ville de Jérusalem, tout proche de la mosquée Al-Aqsa. Depuis quelques années, le village est sous intense pression de deux organisations israéliennes. La première mène de vastes fouilles archéologiques qui révèlent des traces de l'antique cité de David. Elle veut récupérer le site.
Il y a une très grande organisation, une organisation de colons très puissante appelée Elad. Elle a réussi à obtenir des millions de dollars de la part de donateurs et du gouvernement parce qu'elle se présente comme une organisation archéologique qui veut promouvoir le tourisme autour de la Jérusalem antique. Mais ce qu'elle fait aussi, c'est s'emparer des maisons palestiniennes. Car pour créer le parc archéologique, il faut débarrasser le terrain. Cette voie est devenue rare en Israël. Hagit Ofran œuvre pour l'organisation pacifiste israélienne Peace Now, connue pour sa défense de la solution à deux États et sa surveillance des implantations juives sur territoire palestinien. Je me suis arrêté ici parce que la dernière fois que je suis venu, il y avait 4 maisons et maintenant je vois que ce sont des ruines. Il y avait une famille qui vivait ici. Plusieurs frères avec leurs enfants. 3 maisons et une maison d'une autre famille. Tout a été enlevé, tout a été démoli. Ici, en décembre dernier, 9 maisons ont été démolies par l'armée israélienne. Rien qu'en 2024, une centaine de Palestiniens ont perdu leur maison à Silouane. La municipalité les détruit en invoquant le fait qu'elles sont construites sans permis. Mais souvent, c'est parce qu'il n'y a aucun moyen pour un Palestinien d'en obtenir un. La municipalité démolit. Puis elle envoie la facture pour la démolition, qui peut atteindre plus de 100 000 shekels pour le bulldozer, pour la police qui est là pour le protéger. Et ensuite, vous devrez nettoyer les débris, ce qui peut aussi s'élever à 100 000 shekels pour payer les camions et les bulldozers. Et vous êtes obligé. Si vous ne le faites pas, ils vous font payer encore plus. Donc, les gens ne perdent pas seulement leur maison, ils perdent tout ce qu'ils possèdent. Les Palestiniens aujourd'hui n'osent plus se défendre. Depuis cette guerre, les gens n'osent plus rien dire, c'est incroyable. Il y a quelques années, vous auriez eu des émeutes, des gens qui crient, des gens qui protestent. Maintenant, les gens ne font que passer. Ils ne veulent pas voir, ne veulent pas savoir. Parce que c'est tellement cher payé d'être attrapé par la police. Et pour elle, qui est une activiste israélienne, je me compare toujours aux Palestiniens, à ce qu'ils endurent si eux ouvrent la bouche. J'ai encore ma liberté, je peux parler. Mais oui, il y a beaucoup de pression. Silouane était connue depuis longtemps comme un haut lieu de résistance palestinienne, et de manière originale. En 2015, des artistes, ensemble avec la population, ont peint des yeux sur les murs, des yeux de célèbres résistants. Mais le cœur du village cède, maison par maison, sous la pression d'une seconde organisation israélienne, Ateret Kohanim. À sa tête, Daniel Louria. L'objectif d'Ateret Kohanim, en tant qu'organisation à but non lucratif, est essentiellement la réalisation du rêve des Juifs depuis 2000 ans de retourner à Zion, de retourner à Jérusalem. Les Juifs ont toujours rêvé de revenir, et nous essayons de soutenir cela en facilitant l'acquisition de propriétés au cœur de Jérusalem. Il se trouve que c'est la zone la plus importante pour le peuple juif. Mais comprenez-vous qu'ils pourraient aussi penser que c'est très important pour eux? Non, je n'accepte pas cela. Je pense que c'est un mensonge qui a été poussé et promu au cours des 20 ou 30 dernières années. Il n'y a jamais eu d'État arabe palestinien de la rivière à la mer. La seule Palestine qui n'a jamais existé et que le monde a ratifiée, c'était la nation des Juifs. On retrouve ce discours radical. Comme pour Gaza, c'est aux Palestiniens de partir.
Vous devez comprendre qu'il s'agit d'un ancien quartier juif dont les habitants ont été chassés lors de pogroms et d'émeutes. En fait, les Britanniques ont également beaucoup à se reprocher, car ils ont chassé certaines familles en promettant aux réfugiés juifs qu'ils pourraient retourner chez eux. Le droit au retour, on a l'habitude d'entendre cela pour les Palestiniens. Mais Daniel Louria sort de sa poche ce document, une copie de la promesse des Britanniques aux Juifs en 1938. C'est sur cette base que l'organisation israélienne intente parfois des actions en justice. Et ça marche. Plusieurs familles israéliennes ont réussi à s'installer au cœur de Silouan. Ici, des ouvriers s'activent. Ils préparent la maison passée en main juive il y a seulement 3 mois. Juste à côté, c'est la porte de la maison de Souher Al-Rajabi, le porte-parole et chef du comité de quartier. Il a reçu un ordre d'expulsion dans un délai de 6 mois et il n'est pas le seul. Voyez ces maisons. Elles ont toutes des ordres d'expulsion. 87 maisons. Cette maison et celle-là aussi, toutes sont menacées par des ordres d'évacuation. 87 maisons, cela veut dire 700 personnes. Lui, il a acheté sa maison en 1966 à un citoyen palestinien. Il peut le prouver. Malgré cela, Ateret Kohanim a gagné la première étape légale au nom du droit au retour des Juifs. Nous avons 35 jours pour payer les frais de justice de 50 000 shekels et nous avons 6 mois pour conclure un accord avec l'organisation Ateret Kohanim afin de déterminer une indemnisation financière pour notre maison. Et si on refuse, ils seront libres de pouvoir détruire notre maison. Il a déjà décidé de refuser la proposition. On va faire recours au tribunal et s'il rejette notre recours, on ira à la Cour suprême. Si elle refuse aussi, on ne partira quand même pas. Ici, c'est ma vie. Je suis né ici. J'ai grandi ici. Je me suis marié ici. J'ai eu mes enfants ici. Aujourd'hui, j'ai des petits-enfants dans cette maison. Je vais me battre par tous les moyens, pacifiques et non violents, pour garder ma maison pour moi et pour mes enfants après moi. La coexistence est extrêmement tendue. Les enfants juifs marchent dans les rues du village, accompagnés d'un garde armé. Les familles se déplacent dans des bus grillagés pour se protéger des jets de pierre palestiniens. Leurs immeubles sont bardés de caméras de surveillance. Du côté palestinien aussi, on surveille. Cela peut parfois servir à prouver son innocence, car la moindre étincelle peut dégénérer. C'est arrivé à Souher Al-Rajabi l'été dernier. Une patrouille de soldats israéliens a pris à partie son fils parce qu'il les filme avec son téléphone. Le ton monte, les coups pleuvent. Le père est blessé. Cette lente colonisation porte ses fruits. À Jérusalem-Est, la proportion d'habitants juifs est passée de 10% dans les années 70 à 40% aujourd'hui. L'activiste israélienne ne lâche pas. Le défi le plus difficile pour moi maintenant, c'est de garder espoir alors que nous avons un gouvernement très à droite. Une guerre si horrible et une mauvaise administration aux États-Unis. C'est de me rappeler que finalement, nous devons tous vivre ensemble ici et que, en fin de compte, dès qu'un accord de paix sera sur la table, la majorité le soutiendra. C'est de rester vigilant et de continuer à apporter de la lumière jusqu'à ce que nous passions cette période sombre.
Gaza détruite, Jérusalem-Est en phase de judaïsation. Qu'en est-il de la Cisjordanie, le troisième et plus gros morceau du territoire palestinien? Depuis fin janvier, l'armée israélienne mène une lourde opération militaire dans le nord de la Cisjordanie, à Jenin et à Tulkarem, deux villes connues pour leurs groupes de combattants très actifs sur leur territoire. L'armée israélienne a ordonné l'évacuation de dizaines de milliers de civils avant d'envoyer l'artillerie lourde. Ils sont là pour un moment. Ces dernières années, nous avons intensifié nos activités. Nous pénétrons dans les bastions du terrorisme, nous détruisons des rues entières utilisées par les terroristes, y compris leurs maisons. Nous éliminons les terroristes et leurs commandants. Nous faisons un travail très important contre le Hamas et d'autres groupes terroristes qui veulent nous nuire. Dans les alentours, l'armée israélienne mène aussi des incursions militaires. 12 février 2025, Nour al-Shams, à quelques kilomètres de Tulkarem. Nous filmons du haut d'une colline, impossible de s'approcher. Les 11 000 habitants ont été évacués le jour précédent. Les soldats détruisent devant nos caméras les routes et certaines maisons considérées comme suspectes. Cet habitant, évacué avec sa famille, assiste à tout ça, impuissant. Ce n'est pas notre première évacuation, mais c'est la première fois qu'on nous oblige sous la contrainte des armes ou sous la menace de destruction de nos biens. Ils nous ont expulsés de force. Savez-vous quand vous pourrez rentrer dans votre maison? Non, je ne sais pas. Ils ne nous ont pas dit quand on pourra y retourner. Apparemment, ça va prendre beaucoup de temps. Pour l'instant, il a trouvé refuge chez son frère. J'ai accueilli chez moi entre 6 et 7 familles. Toutes les maisons alentours accueillent des personnes déplacées. 3 ou 4 familles chacun au moins. 40 km plus loin, à Al-Fara. Ici, l'armée israélienne vient de se retirer après 10 jours d'opération intensive. Les évacués rentrent chez eux et découvrent les dégâts. Maël Al-Ghoul habite 2 étages d'un immeuble avec sa famille de 14 personnes. Ils viennent de rentrer. Ils ont tenté de résister à l'ordre d'évacuation. L'armée est entrée dans notre maison. Ils ont fait sortir de force les femmes et les enfants terrorisés. Chacun est sorti avec sa carte d'identité et son téléphone à la main. Ensuite, ils ont fouillé tous les étages et ils ont tout détruit. Ils n'ont rien épargné, comme vous le voyez. Juste sous la fenêtre, le sol est jonché de douilles. Ils ont installé des mitrailleuses. Ils ont cassé les fenêtres pour faire sortir leurs armes. Et d'ici, les snipers ont tiré sur les voisins. Que visaient-ils? Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de confrontation, rien. C'est juste pour humilier les gens, tout détruire et les terrifier. Cette famille n'envisage pas de céder à la peur. Non, 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 jamais. Nous resterons ici jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Hors de question de nous expulser ou d'émigrer. La résistance, pour eux, c'est rester. La route et les conduites d'eau ont été défoncées par les bulldozers de l'armée israélienne. Il faut réparer, tout de suite. La population ne peut compter que sur elle-même. Inutile d'espérer de l'aide d'aucun service officiel palestinien. Ils sont seuls, et pour reconstruire,
et pour se défendre. Direction Ramallah, siège du gouvernement palestinien. Nous voulons interpeller les autorités palestiniennes. À ce stade de notre enquête, le plan israélien est clair. Il est exprimé sans complexe et même appuyé par des décisions de la Knesset. Mais du côté palestinien, les autorités semblent invisibles, inaudibles, voire inexistantes. Impossible de s'approcher du bâtiment gouvernemental du président palestinien Mahmoud Abbas. D'ailleurs, il est rarement vu en public. 4 mars 2025, Mahmoud Abbas est reçu par le roi de Jordanie lors du sommet arabe pour la reconstruction de Gaza. Né en 1935, le président palestinien a 90 ans. Élu en 2005 pour 4 ans, il n'a jamais resoumis au vote sa légitimité. Aucune élection n'a été organisée sur les territoires palestiniens depuis 20 ans. En fait, on découvre que Mahmoud Abbas est proche du pouvoir absolu. Le Parlement ne siège plus depuis 2007. Il a même été dissous, oui, dissous en 2018. Aucun représentant du gouvernement n'a accepté d'interview. Celui qui relève le défi, c'est Sabri Saïdam, vice-président du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas. Il dénonce la stratégie israélienne voulue qui entretient la division palestinienne. Malheureusement, le Parlement palestinien est totalement paralysé. Paralysé par quoi? Paralysé par la division interne et par le fait de ne pas permettre aux Palestiniens de parvenir à l'unité. Le Hamas vit de son côté, le Fatah dirige la Cisjordanie, les Palestiniens sont maintenus divisés sur la base du concept de diviser pour mieux régner. Cette politique de division n'a pas donné aux Palestiniens la possibilité d'organiser leurs propres élections et de repenser leur propre politique afin que la démocratie puisse s'épanouir chez nous. Pas d'accord, Mustapha Barghouti. Il représente le parti de l'opposition palestinienne, ni Hamas, ni Fatah. Il était même le principal adversaire de Mahmoud Abbas en 2005. Le président a dissous illégalement notre Parlement en 2018. Selon la loi, le Parlement ne peut être dissous tant qu'un nouveau Parlement n'a pas été élu. Mais il l'a dissous et c'était une erreur. C'était une grave erreur. Le résultat est que nous n'avons plus de séparation des pouvoirs. Le petit groupe exécutif est responsable du système judiciaire, du système législatif et du système exécutif. Ce dont nous avons donc besoin de toute urgence, c'est d'élections démocratiques palestiniennes très rapides, ce qui créerait un système démocratique pluraliste. Et pour le parti au pouvoir, quelle solution ? C'est certainement d'organiser des élections. Mais comment organiser des élections alors que vous êtes en guerre? Comment organiser des élections alors qu'Israël ronge votre territoire? Est-ce une situation normale? Vous venez et vous jugez l'autorité palestinienne sur les critères de référence des autres pays, alors que vous savez que notre pays n'est pas dans la même situation. Pour l'opposition, il y a un moyen. En formant immédiatement un gouvernement de consensus national qui serait en charge de la Cisjordanie et de Gaza, en faisant pression sur la communauté internationale pour qu'elle permette à un tel gouvernement d'assumer les responsabilités, en faisant sortir l'armée israélienne de Gaza, puis en nous permettant d'organiser des élections démocratiques libres sans ingérence ni d'Israël, ni des États-Unis, ni de qui que ce soit d'autre. Il y a 7 millions de Palestiniens, y compris ceux qui vivent en Jordanie, en Syrie et au Liban. 7 millions d'électeurs qui n'ont pas eu l'occasion d'exprimer leur vote citoyen depuis 20 ans. Autocratie, division, absence de légitimité démocratique, tout cela affaiblit la voix de l'autorité palestinienne au niveau international.
Nous avons été très réactifs sur le plan diplomatique. Nous avons été très réactifs dans le monde entier dans différentes arènes politiques. Nous avons réitéré notre message. La solution repose sur les résolutions des Nations Unies, le droit international et la pleine reconnaissance de la solution à deux États. Pour vous, la solution à deux États est toujours possible ? C'est possible, mais nous le voyons diminuer au fil des jours, surtout avec l'existence de Netanyahou. Mais je dis à la société israélienne, réveillez-vous. C'est cet homme qui vous a poussé vers la haine profonde. Et c'est cet homme qui vous a poussé à penser que c'est eux ou nous. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Ce message est envoyé depuis des années. Quelle pourrait être maintenant la clé ou l'outil qui pourrait changer cela? Pas que des mots, mais des actes. Nous disons maintenant que le message doit être pratique. Reconnaissez la Palestine comme membre à part entière de l'ONU. Reconnaissez la Palestine comme pays indépendant et souverain. C'est un cercle vicieux. Le problème, c'est que la communauté internationale hésite à donner carte blanche à un gouvernement sans légitimité démocratique et que l'autorité palestinienne ne voit de solution qu'avec cette reconnaissance de la communauté internationale. Pendant ce temps, les autorités israéliennes avancent dans la réalisation de leur plan pour la Cisjordanie, qu'ils appellent déjà la Judée-Samarie. Cette année 2025 sera, avec l'aide de Dieu, l'année de la souveraineté en Judée-Samarie. Fin novembre 2024, Peace Now dénombrait 147 colonies reconnues par les autorités israéliennes en Cisjordanie et 224 avant-postes, un record. Sébastia, le village au drapeau immense, se retrouve cerné. Les incursions sont fréquentes, de jour comme de nuit. Parfois, il y a des confrontations directes entre la population et l'armée israélienne. Où est la police palestinienne? Ne peuvent-ils pas vous aider? Cet endroit est sur territoire palestinien, mais la police palestinienne ne peut pas y accéder à cause de l'occupation. L'occupation peut prendre d'assaut le site, mais elle ne peut pas prendre d'assaut nos esprits et changer nos convictions que cette terre est palestinienne. La place où se trouve le drapeau borde un site archéologique remontant à l'âge de bronze. Il a été classé par l'UNESCO. Destination touristique avant la guerre, cette ressource économique a disparu. Il reste aux habitants de Sébastia la culture de leurs champs, surtout des oliviers. Depuis le 7 octobre, le gouvernement israélien a donné le feu vert aux colons pour qu'ils s'étendent et volent davantage de terres palestiniennes. Cet olivier est plus ancien que l'occupation. L'occupation nous empêche d'atteindre les oliviers, de cueillir les fruits et de prendre soin de la terre. Les colons qui attaquent le village le plus souvent, ce sont ceux qui habitent dans la colonie de Homesh, située sur la montagne en face. Et de l'autre côté, ceux de la colonie de Shavi Shamon. Si quelqu'un de Sébastia va maintenant dans le champ, que va-t-il se passer? Il sera tué. Nous allons voir cette colonie de Homesh, juste en face, en haut de la colline. Sur la route, symbole des tensions, la guerre des tags sur les panneaux fait rage. Le noir couvre le nom arabe et le rouge le nom hébreu. La route passe par un premier checkpoint. It's okay? Thank you very much. Ensuite, on arrive directement dans une base militaire. On en profite pour demander une interview. Good morning. Do you speak English? Yes. Oh, that's cool. Le soldat consulte sa hiérarchie. 3 secondes d'espoir. Hello? Mais non, finalement, c'est non. Par contre, on nous autorise à nous promener. La colonie est légale, car sur territoire palestinien, a été démantelée une première fois en 2005.
Le gouvernement de Netanyahou l'a réautorisé en 2023. On le voit, les maisons sont encore des mobil-homes. On s'arrête pour discuter avec 2 touristes juifs américains venus admirer la vue spectaculaire sur les villages palestiniens. Quand soudain, l'un des colons intervient pour nous empêcher de filmer. Qui dit que c'est pas permis? On nous donne le contact d'un responsable des colonies alentours. On n'arrivera jamais à le joindre dans notre période de tournage. Dommage. On aurait bien voulu avoir leur point de vue. En bas de Homesh, à quelques kilomètres, les champs d'oliviers du village de Bourka sont abandonnés. On a peur, pas tellement de l'armée, mais surtout des colons qui saccagent et attaquent. Imatsef et sa famille habitent Bourka. Ils ne savent plus quoi faire contre les colons qui les empêchent d'accéder à leur propre terre un peu à l'extérieur du village. À la période de la cueillette, ils entrent dans les terres, empêchent les agriculteurs de récolter les olives dans leurs champs. Ils confisquent et volent le matériel agricole qu'ils trouvent sur place. Et tout ça se passe sous la protection de l'armée. Sur ces images d'octobre 2024, des colons cagoulés menacent les paysans de Bourka qui veulent récolter les olives. L'armée n'intervient pas. Les Palestiniens dénoncent un harcèlement violent, incessant. Parfois, les incursions arrivent jusqu'à l'intérieur du village. Et là, les habitants ne comptent que sur eux-mêmes. Pendant une des incursions, les colons sont arrivés à la porte de ma maison. Ils voulaient casser les fenêtres. Mais nous, les hommes du village, nous les avons affrontés et empêchés d'entrer. Quand l'occupation arrive sur la route principale, on subit les gaz lacrymogènes, les bombes assourdissantes et même les balles réelles. Et il y a l'arbitraire. Imatsef nous emmène voir un immense tas de terre. Ce sont des soldats israéliens qui ont bloqué, il y a des années, la route qui mène directement à Bourka. Depuis, l'herbe a poussé. Personne n'a le droit d'y toucher. On vit en fonction des caprices de la politique d'occupation. Ils ferment des routes, soi-disant pour protéger les colons. On a été surpris plusieurs fois par la fermeture ou l'ouverture de la route. Les positions se radicalisent, aussi chez les Palestiniens. La coexistence semble désormais impossible. Comment sortir de cette spirale ? La solution ? On ne peut pas vivre les 2 peuples sur la même terre. C'est soit nous, soit eux. Est-ce qu'il est trop tard pour la paix ? Oui, c'est trop tard pour la paix. La paix, c'est difficile avec le gouvernement extrémiste israélien. Et de fait, le territoire prévu pour créer un État palestinien, la bande de Gaza, Jérusalem-Est, la Cisjordanie, ce territoire n'existe presque plus. Je pense que maintenant, Israël est contrôlé par des fanatiques extrêmes et fous. Ils vont remplir la Cisjordanie de colonies et de colons afin que les Palestiniens perdent tout espoir d'avoir leur propre État et qu'ils aient ensuite à choisir entre l'une des 3 options suivantes. Soit partir, ce qui équivaut à un nettoyage ethnique, soit accepter une vie d'asservissement, ce qui équivaut à un apartheid éternel, soit mourir.
Vous savez ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas seulement le meurtre, l'ignorance et tout ça. C'est le fait que les gens nous envoient un message selon lequel nous, les Palestiniens, ne sommes pas des êtres humains égaux. Comme s'il existait une norme pour les Américains, les Français, les Britanniques et les Israéliens, et une autre pour les Palestiniens, comme si nous étions des sous-humains. Cela fait très mal. Difficile de garder espoir pour la paix. Les citoyens israéliens vont renouveler leur Parlement en octobre 2026, et c'est le Parlement qui nomme le Premier ministre. Y aura-t-il assez de voix modérées pour stopper le plan du camp Netanyahou? C'est dans plus d'1 an. Peut-être sera-t-il trop tard.